Alors, merci beaucoup. On a fait le tour de pas mal de questions déjà ce matin, entre les aspects institutionnels, juridiques, politiques, et puis un peu plus techniques encore, qui ont été replacés dans une dimension sociale et politique plus large. On va prendre un long moment de débat avec la salle. Mais puisque j'ai le micro, je vais m'accorder la possibilité de poser une ou deux questions, ou du moins de soumettre une ou deux questions à ce débat-là. La première, c'est qu'on a commencé en donnant une définition des données à caractère personnel. Et puis il y a une forme de données à caractère personnel qu'on a envisagée quand les intervenants ont traité des données biométriques, mais qu'on n'a pas envisagé indépendamment d'une utilisation pensée comme biométrique au départ, c'est la voix. Qu'on va retrouver dans pas mal d'enquêtes SHS. On stocke des enregistrements vocaux, pas toujours parce qu'on a envie de reconnaître la personne qui a parlé, mais parce que le fait qu'elle soit enregistrée nous aide à travailler ou constitue à très très long terme un témoignage d'un état culturel à un moment donné. Donc, juste cette précision-là, la voix, c'est aussi une donnée à caractère personnel, évidemment, qui a même une importance toute particulière. Et il ne faut pas penser la protection des données à caractère personnel que dans le cadre d'une imagination qui s'articulerait autour de bases de données écrites. La loi française, pour le coup, à ce point-là est très claire. Alors après, j'ai une question quand même. Vous êtes revenus tous les deux, François Pellegrini et Arthur Messot, à plusieurs reprises sur cette question du positionnement éthique des chercheurs face à la réutilisation de bases de données préexistantes, et notamment de bases de données qui ont été créées avec des finalités qui ne sont pas du tout des finalités de recherche, on est bien d'accord. Et on a entendu un point de vue militant, qui est celui qui consisterait à dire que chercher à travailler à partir de ces données-là, ce serait quelque part se rendre complice des GAFA qui légitiment comme ça a posteriori leur pratique, et légitimer a posteriori leur pratique. Bon, pour autant, c'est pas mal que les chercheurs mettent leur nez dans ce qui se passe dans ces bases de données aussi de temps en temps, ne serait-ce que pour le dénoncer. Et donc ça nous place dans une forme de contradiction qui peut être un tout petit peu difficile à gérer, donc j'aimerais qu'on aborde cette question-là. Et puis la dernière question, qui est beaucoup plus large pour le coup, c'est que ce qu'on voit arriver avec ce règlement, mais qui est dans l'air du temps, des réglementations même en dehors du domaine de la protection des données à caractère personnel, ce sont des formes d'autorégulation, d'auto-évaluation, de responsabilisation des acteurs par l'auto-évaluation et l'autorégulation. Le privacy by design, la mise en œuvre de mesures dès le départ destinées à protéger les données, etc. Ça s'inscrit dans tout un ensemble de mesures législatives ou plus largement normatives destinées à responsabiliser les acteurs. Mais pour autant, on sent bien qu'il y a une espèce de schisme, on risque d'avoir du mal à articuler ce positionnement visant à l'autorégulation et à la responsabilisation de chacun avec la nécessité que vous avez mise en avant d'un débat démocratique sur les finalités des traitements en amont, toujours, et d'une implication des citoyens dans ces questionnements-là. On sent qu'à l'heure actuelle, quand même, le sens du vent, c'est pas spécialement l'ouverture du débat. Alors, peut-être sur la première question, qui m'était peut-être plus destinée, évidemment qu'on peut utiliser les silos de données commerciaux pour dénoncer ces entreprises commerciales. Mais en fait, quand on fait ça, assez simplement, on ne va pas utiliser ces bases de façon inductive. On va souvent les utiliser pour démontrer un modèle ou une thèse, qui va être souvent une thèse critique envers ces acteurs. Alors du coup, ça m'évoque une étude super intéressante qui base pas mal de choses que j'ai dites, qui avait été faite par l'université de Cambridge en 2015, je crois. C'était une étude sur 60 000 personnes qui avaient été invitées à fournir accès en fait, à leur compte Facebook aux chercheurs, et d'un côté, et de l'autre, remplir des tests de personnalité. Donc, je crois qu'il y avait des tests de QI, des choses comme ça. Et les chercheurs avaient cherché des corrélations entre des traits de personnalité et des types de likes. Typiquement, voilà, comme je vous disais, l'exemple des dauphins, c'était un exemple imaginé tiré de cette étude. Et en fait, ils avaient tiré des conclusions juste avec 60 000 personnes et un petit test de personnalité pas très compliqué. Et en plus, les likes, c'est des likes sur quelques mois.
ils avaient à 90%, ils pouvaient connaître la couleur de peau des personnes. Je sais plus, à 65%, ils savaient s'ils prenaient la drogue, s'ils buvaient, si leurs parents avaient divorcé quand ils étaient jeunes, etc. Donc là, typiquement, c'est des chercheurs qui ont utilisé des bases de données commerciales importantes pour justement démontrer à quel point Facebook pouvait faire de la sociologie automatisée pour faire des corrélations entre tout n'importe quoi et nous ficher. Donc là, c'est vraiment un exemple parfait de ce que vous expliquez. Il y a des façons super intelligentes de faire la science sociale en utilisant ces bases de données, et souvent c'est pour les retourner contre elles-mêmes. Voilà. Et sur les autres points, sur la seconde question, je vous laisse répondre, et je suis d'accord, le débat démocratique n'est pas vraiment la priorité pour beaucoup. Peut-être un ajout sur le plan réglementaire, notamment sur la question de la réutilisation de données. Je l'ai dit rapidement, mais le règlement européen ouvre encore plus le champ de la recherche et notamment confirme ce qui était déjà existant dans la loi française, le fait que des données qui ont été par exemple collectées par un réseau social ou à des fins publicitaires qui seraient accessibles à des chercheurs, cette réutilisation-là, elle est considérée comme une finalité compatible de principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à légitimer de lien entre la collecte initiale et puis la réutilisation ultérieure dans le domaine de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort, en tout cas d'un point de vue réglementaire. Sur le débat démocratique, bon, c'est un petit peu délicat de prendre part à ce positionnement. Après, on a quand même une vision, nous, à la CNIL, assez positive. Et ce qui nous semble quand même, c'est que là, le cadre européen qui va rentrer en vigueur confirme vraiment la position de la loi française et qui a toujours été portée par la Commission, qui est de permettre aux personnes de restaurer, ou en tout cas de maintenir le contrôle sur leurs données, tant par la prise de conscience qu'elles ont, par l'information, etc., que par des moyens techniques à différents niveaux. Donc c'est vrai que c'est un débat en tout cas qui doit se poursuivre, une sensibilisation de chacun d'entre nous qui doit être faite à tous les niveaux et au niveau de la régulation, mais aussi politique et plus institutionnelle. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il faut aussi nuancer et que c'est quelque chose qui reste ouvert. Et notre présence ici le prouve d'ailleurs, c'est que ce débat se poursuit et se maintient. Sur la question de la réutilisation, alors effectivement, ça avait été une grande frustration de la communauté scientifique de ne pas pouvoir réutiliser pour des finalités de recherche des stocks de données. Donc, comme ça a été dit, le RGPD ouvre une possibilité à cela, mais ça va avec une responsabilité accrue qui est que, comme je l'ai dit, il va falloir aussi que les responsables de traitement puissent assurer une traçabilité de leur jeu de données, parce que quand la personne va vouloir se retourner vers le responsable de traitement en disant « je veux que mes données soient supprimées », c'est supprimer de mon jeu de données, mais éventuellement, dites-moi également dans quels autres jeux de données elle a été réutilisée pour que je puisse, à mon tour, de façon subséquente, demander l'effaçage de mes données dans les enfants, les petits-enfants et les cousins qui auront été délivrés. Donc je crois qu'un pouvoir ne va pas sans responsabilité. Une porte a été ouverte vis-à-vis de la communauté scientifique. Ça suppose la mise en place d'un cadre méthodologique et juridique de façon à conserver aux personnes la possibilité d'autodétermination informationnelle que la loi leur garantit. Juste pour revenir, c'est autodétermination informationnelle qui m'y fait penser, mais c'est vrai qu'on entend souvent le fait qu'il est important de restaurer le pouvoir des individus et notamment leur capacité à consentir à un traitement. Ce qui n'est pas toujours évident quand même, c'est que parfois les personnes que nous sommes n'avons pas toujours tous les éléments en tête. Et malgré une information qui est transparente, une finalité qui apparaît a priori légitime, le consentement ne peut pas tout légitimer. Et c'est bien le rôle à la fois des régulateurs, du cadre réglementaire, mais aussi d'autres instances, que d'alerter tant les personnes concernées que leur consentement ne peut pas suffire et qu'il faut qu'il soit effectivement éclairé,
pour qu'il soit valable, mais aussi les organismes. Et libre, comme ça. Et libre, effectivement, non contraint, mais c'est effectivement une des conditions. Enfin, en tout cas, du point de vue du régulateur, le consentement ne peut pas tout légitimer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement vous asseoir sur le fait les personnes que nous avons interrogées y ont expressément consenti, ça ne peut pas suffire. Et tous les autres principes de protection des données perdurent et doivent être respectés. Et ça, parfois, c'est pas toujours quelque chose de très clair, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser, à partir du moment où la personne a librement consenti, dans les pouvoirs qui lui ont été donnés, je vais pouvoir tout mettre en œuvre. Non, c'est pas le cas. Tous les autres principes perdurent. Bonjour et merci pour vos interventions. Alors, notamment la dernière réponse que vous avez donnée fait un peu écho à ma question, mais à mon sens, quand je vous écoute, je me demande si tout un tas d'enquêtes sociologiques, notamment, qui ont été menées, je pense, sur des milieux soit très difficiles d'accès, soit ésotériques, etc., auraient été possibles avec ce type d'impératifs légaux, notamment. L'idée de collecter des données en confiance, avec le consentement systématique des enquêtés, qui soient éclairés, etc., etc., on s'imagine bien que pour certains sujets d'enquête, c'est très compliqué. J'imagine que, voilà, vous imaginez par exemple un parti politique qui refuserait que ses adhérents soient connus, etc., etc. Alors, la question c'est un petit peu, très prosaïquement, comment on fait du coup ? En fait, oui, je l'ai dit très rapidement, mais il y a certaines dérogations. Et notamment, alors sur le consentement par exemple, il y a certains cas, notamment on l'a mentionné tout à l'heure, pour des recherches par exemple qui seraient considérées comme d'intérêt public. Dans le cadre d'une mission de service public, le consentement peut ne pas être recueilli. Et on peut se contenter d'une simple information, par exemple, des personnes. Mais même sur le plan de l'information, je vois votre réaction, mais même sur le plan de l'information, on peut aussi considérer que l'information des personnes représenterait un effort disproportionné par rapport à l'intérêt même de la recherche qui est menée et de la finalité poursuivie. Il y a certaines dérogations dans le cadre spécifique de la recherche, et ça appartient, en tout cas ça fait partie du rôle de la CNIL, que d'analyser si les dérogations et si le cadre de la recherche peut permettre de bénéficier de ces dérogations, mais évidemment qu'il y en a. Sinon, effectivement, il y aurait plein de recherches qui seraient vidées de leur substance. Prévenir des gens, par exemple, qu'on va réutiliser leurs données de réseaux sociaux pour montrer leur exposition ou leur degré d'exposition, risquerait de les conduire, ne serait-ce que cette information, risquerait de les conduire à une modification de tous les paramétrages de leur profil, et viderait donc la validité de la recherche. Là, en tout cas, au niveau de la CNIL, la commission en a bien conscience et admet, en application de la loi et prochainement du règlement, des dérogations. Juste pour... on n'a pas vraiment le même point de vue que la CNIL sur le rapport consentement et reste. En fait, pour nous, le principe de base qui vous autorise à analyser des informations sur les gens, c'est pas le consentement. Le principe, c'est que vous avez une finalité légitime pour le faire. Là, je sais pas quelle a été votre enquête exactement, mais bon, on peut imaginer que c'était légitime. Donc là, vous pouvez le faire sans demander le consentement, vous êtes libre. Et c'est dans les cas où la finalité n'est pas légitime, ou dans les cas où collectivement on n'a pas tranché sur la question, que là, le consentement est nécessaire. Juste pour un exemple très simple, vous allez comprendre, les journalistes, quand ils révèlent des informations privées sur des personnages publics, genre François Fillon, le coup de ses vestes, on dit évidemment que la loi ne va pas imposer aux journalistes de demander le consentement des personnes qui vont être dénoncées. Parce que le principe de base, c'est des finalités légitimes. Collectivement, on pense que vous pouvez le faire, allez-y. Et quand il y a un doute, quand il y a un risque, qu'on ne sait pas trop, là, il faut le consentement. Donc nous, on présente plutôt un rapport inverse. Le principe, c'est pas de consentement, et l'exception, c'est le consentement quand il y a un risque. Juste une précision sur le cadre réglementaire qui rejoint ce qui vient d'être dit, mais quand je vous disais, si vous avez le consentement, tous les autres principes s'appliquent, le fait que la finalité soit déterminée et légitime en est un. Donc, même si on vous demandait d'obtenir le consentement, ça ne vous permettrait pas de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel avec une finalité qui ne serait pas considérée comme légitime.
faut pas non plus mélanger aussi, parce que là, dans ce qui a été dit, il y a un aspect interne à la loi et un aspect externe à la loi. Il y a la loi informatique et liberté qui régule le traitement des données à caractère personnel et qui prévoit un certain nombre de dérogations au consentement, mais toujours dans le périmètre de la loi informatique et liberté. Ensuite, il y a d'autres lois, il y a d'autres principes, il y a d'autres droits, par exemple la liberté de la presse, et il y a une hiérarchie des normes qui fait qu'on considère que l'information du public est supérieure au fait que les personnes puissent vouloir garder un certain nombre d'informations confidentielles. Faut pas... Oui, mais il y a la cohérence interne de la loi et la hiérarchie de la loi avec d'autres normes. C'est pour ça que l'exemple là me semble un petit peu sujet à... La légitime, la liberté d'expression. Non, c'est extérieur à la loi informatique et liberté. C'est dans un autre, c'est dans une hiérarchie des normes qui est finalement l'espace de la liberté des personnes, dans lesquelles on considère que la liberté d'informer et la liberté d'être informé est supérieure à d'autres, par exemple au secret des correspondances privées, au secret de... Et donc, c'est pas que la loi informatique et liberté, c'est entre normes de niveau, j'allais dire, d'abstraction plus élevé. Voilà. C'est juste pour mettre pour ramener les choses, pour ne pas égarer les personnes par rapport à la question du consentement. Voilà, c'est précis. Et juste sur le point réglementaire et pour rebondir sur cette remarque, au niveau journalistique, il y a une exception dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 67, une exception. Les traitements, les principes de la loi ne s'appliquent pas aux traitements mis en œuvre dans l'exercice de l'activité journalistique. Voilà, il y a certaines exceptions, il y a certaines dérogations. C'est compliqué de vous dépeindre tout le cadre réglementaire, mais il y en a et ça se veut quand même assez cohérent par rapport aux pratiques. C'est le législateur, voilà, cet exemple montre que c'est le législateur qui, quand il a construit la loi informatique et liberté, a pensé la hiérarchie des normes en disant la liberté d'informer par le journalisme est, j'allais dire, garantie par la loi informatique et liberté, et on a fait en sorte que la hiérarchie laisse la loi informatique et liberté, la hiérarchie de normes, laisse la loi informatique et liberté de rang inférieur à la liberté d'informer dans le cadre du journalisme. C'est un bon exemple. Une autre question. Bonjour, Antoine Jardin, je suis ingénieur de recherche CNRS au CESDIP et référent informatique et liberté pour mon labo tout nouvellement, donc je m'intéresse particulièrement à ces questions. J'ai 3 remarques rapidement. Vous avez parlé de la problématique des données individuelles indépendamment des données nominatives et du fait qu'on puisse identifier par croisement de données, corrélation, etc. Il me semble qu'une des grandes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'objectivation de cette capacité. On ne peut pas dire objectivement quand est-ce qu'on peut identifier un individu ou pas. Surtout si on accepte un certain nombre de marges d'erreur, un certain nombre d'incertitudes, et parce qu'il y a une évolution des techniques, je pense notamment aux données agrégées, il y a eu des progrès considérables en analyse de données écologiques, et il est manifeste que des données publiques qui ne sont pas des données nominatives, et je pense par exemple aux résultats des élections, sont des données à partir desquelles on peut inférer des comportements individuels aujourd'hui de façon relativement fine et relativement fiable. Il y a eu quand même des travaux américains assez avancés en modélisation bayésienne qui montrent qu'on approche la reconstitution de comportements individuels. Pour autant, je ne crois pas que ça plaide contre l'utilisation ou contre la diffusion des résultats électoraux à l'échelle des census tracts ou des bureaux de vote. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans cet entre-deux qui rend la situation difficile entre cadre légal sur les données et évolution technique et scientifique de ce qui est possible de faire, ce qui est capable de conduire. Je pense que ça renvoie à la question qui a été soulevée tout à l'heure sur est-ce que connaître des régularités sociales générales, c'est porter atteinte aux libertés individuelles? Et ça, je pense que c'est une question politique et scientifique absolument essentielle. À mon sens, non. À mon sens, savoir que dans les bars du 4e arrondissement de Paris, il y a plus de jeunes étudiants qui vont boire des coups que d'anciens professeurs d'université à la retraite, ça ne pense pas être un problème de liberté publique fondamentale. Et je pense que si on tranche en disant que c'est un problème de liberté publique fondamentale, alors toute la connaissance scientifique sur le monde social est à mettre à la poubelle depuis un siècle. Et je crois que ce ne serait pas une bonne chose parce que la connaissance naïve sur le monde social prendrait le pas sur la connaissance scientifique. On n'est pas loin de ce risque-là dans le domaine des statistiques ethniques aujourd'hui, où on peut dire à peu près n'importe quoi du point de vue de l'opinion en disant « je pense que » ou « il me semble que », sans avoir aucune donnée stable, chiffrée, construite, etc. C'est un peu schizophrénique où, sur des données françaises, si je le fais, je suis hors de la loi, mais je travaille avec des collègues, je prends leurs données américaines, je suis dans le cadre légal. En travaillant en France pour un labo français, avec des données ethniques, parfois nominatives. Bon.
on voit bien qu'on est dans une situation d'entre-deux extrêmement périlleuse du point de vue du comportement des acteurs. Vous avez évoqué le problème du traitement des données et de en quoi les données pouvaient être dangereuses, vous évoquez le cas des personnes asthmatiques. Je crois que la question va un peu plus loin que la question des données, c'est en réalité la question du lien entre les données et les modèles qu'on en déduit. Et il me semble que ce que vous pointez comme risque, c'est pas un risque de données, c'est un risque modèle. Et je crois qu'on est effectivement dans une situation aujourd'hui où beaucoup de données qui ne sont pas nominatives, qui ne sont pas protégées, servent à construire des modèles qui, eux, sont dangereux. Et on en a un exemple criant avec la crise économique de 2008, où beaucoup de modèles économiques se sont effondrés à l'épreuve des faits. Mais vous pouvez prendre, je sais pas, les modèles statistiques qui disent qu'à Fukushima, les vagues ne pouvaient pas dépasser 7 mètres de haut et qu'elles font 11 mètres et que pouf, le réacteur nucléaire se casse la figure. Mais vous voyez, ça c'est des problèmes de modèles, c'est pas des problèmes de données individuelles. On pourra mettre tout ce qu'on veut comme règle autour de la collecte individuelle, ces risques-là resteront. Et je pense que du coup, il faut y réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut créer comme modèle et qu'est-ce qu'on peut diffuser comme modèle dans le cadre d'une procédure scientifique. Dernier point, du fait de cette tension, il me semble qu'on a une difficulté parce que le cadre français n'est pas un cadre général au niveau mondial. Or, la recherche est une activité mondiale aujourd'hui. Et la question va se poser, quid du moment où une percée scientifique viendra d'un traitement qui est illégal dans un ou plusieurs pays d'une équipe ayant collaboré? Je pense que c'est une question essentielle et importante. Je pense au travail de Michel Lamont sur les questions ethno-raciales en France, aux États-Unis, en Israël et au Brésil, 4 cas de légaux absolument différents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer, pour réfléchir à la production d'une recherche qui dépasse de loin les frontières nationales aujourd'hui? Juste pour le vote, ça me semble l'exemple du vote et l'évolution de la technique, ça me semble pas très compliqué comme débat. Si on veut garder l'anonymat du vote, eh bien, il faut changer la façon dont on présente les résultats. Non, enfin je sais pas, ou alors on abandonne l'anonymat du vote, c'est genre débattons-en. On n'abandonne pas l'anonymat, on abandonne les régularités sociales, parce qu'on n'a pas les individus eux-mêmes. On connaît les caractéristiques sociales des quartiers, on connaît les résultats électoraux, et par l'inférence, on peut dire qu'effectivement, le vote ouvrier s'oriente plutôt de telle ou telle façon selon les différents contextes. Ah ok, je pensais que... Ça ne permet pas de retrouver la personne. Je pensais que vous parliez de ça, ok. D'accord. Bon, du coup, ça va être sur la seconde question. Alors, l'exemple que je prenais, évidemment, il n'avait pas pour but sur aller boire dans le bar. Il n'avait vraiment pas pour but de dire il y a des vérités pas bonnes à savoir, il faut faire attention à ne pas donner des vérités. Sur ça, je vous suis complètement sur vos conclusions. Cet exemple, il était là pour montrer que l'utilisation de mégadonnées ou de big data poussait à un raisonnement inductif et à chercher des corrélations partout et la rendait extrêmement facile, indépendamment de l'intérêt d'aller chercher ces corrélations. Alors, d'accord, je ne dis pas qu'il y a des corrélations qui doivent rester cachées ou qu'il y a des raisonnements qui doivent rester cachés, mais en tout cas, l'objectif de la recherche devrait d'abord chercher à démontrer des modèles plutôt que d'aller vers la tentation des mégadonnées qui mènent à sur des résultats qui sont peu utiles et qui, si on commence à premier lieu à présenter des résultats sur où sortent les gens plutôt que d'autres études sociologiques plus importantes, ça mènera à un déséquilibre qui n'est pas intéressant. C'est juste pour provoquer une réaction face à ce qui était très facile de faire aujourd'hui, ce qui était inutile, voire dangereux, qui valait mieux se concentrer sur les choses utiles et moins dangereuses en priorité. C'est plus une histoire de priorité et d'ordre. Mais après, évidemment, je ne suis pas du tout contre la recherche, hein, c'est évident, vous en faites pas. Globalement, je pense que vos questionnements sont, comme on dit, parfaitement justifiés. Même en tant que scientifique, moi-même, ces questions-là, je me les pose et j'ai pas de réponse magique. Je pense que la loi, elle est censée encadrer des comportements généraux et que ensuite, la question des exceptions et des dérogations permet éventuellement de travailler sur des sujets qui sont exclus du cadre général. Je prends par exemple les données ethno-raciales. On considérait qu'effectivement, vu que là encore l'histoire nous avait montré que ça pouvait être très facilement détourné, qu'il valait mieux pas y toucher, mais on s'est rendu compte, en particulier dans la recherche médicale, que finalement les groupes ethniques réagissaient de façon radicalement différente au niveau biochimique à certaines catégories de médicaments, et que connaître le groupe ethnique auquel appartenait une personne pouvait lui sauver la vie parce que tel médicament par rapport à tel groupe vis-à-vis de telle enzyme, etc., ça a tué telle personne alors que ça pouvait en sauver une autre. Donc je pense que par rapport à ça, l'idée c'est vraiment de poser un cadre qui soit quand même le plus protecteur des personnes
et ensuite d'autoriser les dérogations, c'est-à-dire si l'on pense que la recherche en vaut le coup, et là il faut la justifier a priori, alors on peut mettre les garde-fous nécessaires. Je vais carrément rentrer dans le plat aussi, mettre les pieds dans le plat sur la récente annonce, vous avez vu, où le traitement algorithmique permet de savoir si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel rien qu'en regardant votre visage. Alors, il y a un certain nombre de biais méthodologiques qui sont importants, mais on peut se dire effectivement, et ça a été utilisé également dans d'autres cadres, en particulier sur l'étude des groupes sociaux, si le fait on considère que des gens ils ont une tête de brute, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas une influence hormonale sur le développement de la face, et que de ce fait on puisse à partir de l'étude de la face récupérer et inférer des informations sur le fonctionnement hormonal des personnes qui peut caractériser leur orientation en termes de violence ou d'orientation sexuelle, ça peut être scientifiquement quelque chose d'intéressant. N'empêche, on voit que les déviances, les généralisations et même l'usage contre les personnes avec les types qui s'amuseraient à faire des ratonnades anti-PD simplement avec l'appli du téléphone qui va dire toi t'en es un, toi t'en es pas un, on comprend qu'on ne soit pas à l'aise par rapport à ce genre de traitement de données. Donc je pense que la loi visait à protéger les personnes au gré de l'histoire, au gré des aléas de l'histoire. Le fait de mettre en place un régime dérogatoire encadré est selon moi une réponse appropriée. Je suis d'accord que ça gêne des personnes de bonne foi, en supposant que nous sommes tous ici par, autocongratulation, on suppose qu'on est tous, parce qu'on est des scientifiques, des gens absolument merveilleux, étant de bonne foi, on puisse se sentir frustré. Mais je crois que la loi dépasse notre communauté et vise à garantir une paix sociale plus large. Le fait que la loi soit remise en cause par des bouleversements technologiques, c'est une évidence aussi. Donc la loi est elle-même un objet socio-économique, un objet socio-culturel, on l'a fait évoluer au gré des techniques, de l'évolution de la technique et de l'évolution de la société. Voilà, la réponse, c'est bien sûr, il y a un effet d'ajustement, il y a un hystérésis dans la façon dont le temps législatif n'est pas celui de la science. Malheureusement, je crois qu'il faut en prendre notre parti et essayer, quand on pense que les motifs sont légitimes, de pousser pour que nos recherches puissent être menées. Mais je pense qu'il y a toujours un frein et que globalement, en moyenne, ce frein, il est utile. Voilà, c'est la seule réponse que je peux faire. C'est frustrant au niveau individuel, mais je crois qu'on touche à des domaines où le passé a montré que c'était très rapide de tirer des conséquences très malheureuses pour la vie des personnes et qu'il faut faire très très gaffe à ce genre de paramètres. C'est clair. Juste parce que peut-être c'est intéressant et une nouvelle fois pour attirer l'attention sur la réglementation et la clairvoyance d'un certain point de vue de la loi informatique et liberté. L'article 1er prévoit que l'informatique au sens large, parce que c'est d'époque, mais les traitements de données ne doivent porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Il est évident, et ça rejoint votre remarque, en tout cas que la Commission et les autorités de protection des données s'efforcent d'analyser si l'intérêt public qui est porté par une recherche, par exemple, dépasserait l'atteinte minime à l'identité des personnes, par exemple. Ça, c'est toujours un jeu un petit peu de mise en balance. Et la préoccupation, et ça c'est quelque chose qui porte très fort au sein de la commission est toujours à se poser la question de l'impact final pour la personne concernée. C'est-à-dire au-delà des principes, est-ce que réellement pour la personne concernée il y a un risque, et est-ce que ce risque il vaut la peine d'être pris parce que l'intérêt public porté est plus fort ou non. Ça c'était pour répondre à une de vos... Pour la personne concernée et pour les autres, je pense que la question, ce que vous évoquez sur la question des modèles et de l'applicabilité ensuite des modèles à des groupes sociaux plus larges, elle est également valable. C'est qu'effectivement on s'intéresse à la personne, mais aussi aux conséquences, à l'onde de choc qui pourraient en découler. Et puis pour répondre à votre dernière remarque par rapport au cadre français qui ne correspondrait pas au cadre international, c'est effectivement une des problématiques. Là encore, la loi a essayé d'y répondre en considérant que le développement des technologies devait se faire dans un cadre de coopération internationale. C'est prévu dans les textes. C'est encore plus fort au niveau du règlement et c'est vraiment une des choses qui porte le règlement, c'est-à-dire d'essayer, je le disais
tout à l'heure, mais d'essayer de faire une voie commune, déjà au niveau européen. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de réseaux, soit locaux ou en tout cas internationaux, qui se mettent en place avec des autorités de protection de pays divers, je pense au Canada ou en Chine, etc. Il y a de plus en plus de dialogue, en tout cas au niveau de la protection des données, pour essayer de tendre vers une harmonisation et justement pour y ait pas que ce soit le moins problématique pour les gens qui travaillent sur ces données. En tout cas, c'est une volonté. Oui, sur ce dernier point, c'est un débat qu'on a très classiquement à chaque fois qu'on s'intéresse aux relations entre droit, sciences et technologie. La question de savoir si, puisqu'on le fait en Russie, en Ukraine, en Chine ou au Zimbabwe, on a tort ou pas d'interdire un certain nombre de pratiques en France. Bon, alors, on peut réaborder la question sous tous les angles. La solution du moins 10 ans n'est pas toujours la meilleure, en tout cas. On peut se mettre d'accord là-dessus. Par ailleurs, il y a un sous-entendu, m'a-t-il semblé, mais j'espère me tromper, dans la manière dont vous avez abordé les questions, qui suggère que la loi informatique et liberté contraindrait ou empêcherait trop un certain nombre de recherches, notamment les recherches sur les statistiques ethniques, ethno-raciales, etc. Depuis le départ, quand même, hein, c'est valable en France et c'est valable au niveau européen, le leitmotiv des législateurs, en tout pays confondu, c'est surtout pas parasiter le développement de l'informatique. Hein. La loi informatique et liberté, c'est une loi de compromis qui vise à autoriser l'utilisation de l'outil et le traitement des données en préservant un certain nombre de droits et de libertés individuelles et collectives qui, démocratiquement, collectivement, nous semblent importantes. Donc ça a été rappelé, il y a pas mal d'exceptions, mais il faut surtout rappeler que le principe, même sur les données sensibles, même sur des données dont on peut estimer qu'elles sont en elles-mêmes assez problématiques, les données de santé, les données relatives à la vie sexuelle des personnes, les données ethniques, etc. Le principe, tel que l'affiche la loi, c'est l'interdiction, mais pour mieux autoriser des traitements avec des finalités déterminées et une application des principes de protection des libertés individuelles qui soient démocratiquement acceptables, quoi. Donc, c'est en 78, un auteur qualifiait la loi de 78 de charte des libertés des individus dans une société informatisée, et je pense qu'il faut vraiment s'en souvenir. C'est pas une loi qui vise à contraindre et à interdire les traitements. Parfois même, elle en autorise beaucoup. Pour être très concret, après on vous demandera la parole, hormis la question des statistiques ethniques qui ne sont pas vraiment au cœur de ce débat, la loi informatique et liberté, je ne vois pas vraiment sur quel aspect elle pourrait bloquer un travail international de recherche. Si vous avez des exemples précis pour continuer le débat, mais elle est vraiment permissive pour la recherche à ce niveau. Ma réaction, elle n'est pas sur la loi en elle-même. Elle est sur un certain nombre de points qui, quand je lis la loi, me paraissent pas objectivables pour moi en tant que référent informatique. C'est-à-dire, si on me dit il faut que votre fichier permette en aucun cas, à aucune marge d'erreur, de jamais identifier une personne à partir de caractéristiques croisées, je ne sais pas dire quand ça se produit. C'est impossible pour moi de le dire. Oui, un fichier de 2000 personnes aléatoires géolocalisées à la commune, est-ce qu'il est anonyme ou pas? Je suis incapable de vous répondre. Et ça me pose un problème. Je ne peux pas objectiver quand est-ce que quelque chose est légal et quand est-ce que quelque chose ne l'est pas, et je ne sais pas pour qui me tourner pour le métier. Et je pense qu'on a un risque qui n'est pas que la loi soit un risque, mais que par crainte d'être en contravention avec la loi, alors on prenne systématiquement l'interprétation la plus restrictive, et qu'on dise n'importe quel fichier de données, échantillon aléatoire, population française, stratifié à la commune, potentiellement il peut identifier quelqu'un dont ça ne doit pas exister. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois faire nom de la main. Je pense que c'est aujourd'hui, à mon sens, c'est à l'interprétation des juridictions. Il n'y a pas d'élément qui tranche cet aspect. Donc je crois que c'est un élément d'insécurité, y compris pénal, pour les gens qui travaillent là-dessus. Sur les statistiques ethniques, pareil, personnellement je suis contre. Je pense que toutes les nomenclatures ethniques sont des nomenclatures administratives, jamais des nomenclatures scientifiques, et que parce qu'on est prisonnier des nomenclatures administratives dans le cadre international, on n'a pas de travaux scientifiques de qualité sur cet aspect. Mais voilà.
je pense pas, on ne dit pas que ça ne doit pas exister. C'est de la donnée personnelle, c'est de la donnée sensible, c'est encadré. C'est bien ce qu'on a dit, c'est légal, mais simplement il y a un encadrement légal, en particulier renforcé vis-à-vis des données sensibles. C'est-à-dire qu'on dit, c'est que règle numéro 1, le traitement des données sensibles est interdit. Règle numéro 2, sauf dérogation dans des cas particulièrement j'allais dire, encadrés par la loi. Donc j'irai à l'encontre de ce que vous dites en disant non, c'est pas interdit. C'est que ça doit être encadré de façon plus stricte, de par les risques vis-à-vis des personnes ou de la stigmatisation, et des problèmes d'interprétation et des biais d'interprétation. Pour aller dans le sens de votre remarque, c'est vrai que les fictions juridiques ont du sens, et ont du sens au-delà même de l'interprétation juridique des textes de loi. Et la fiction de l'anonymat, la fiction de l'anonymisation, elle est problématique, parce qu'effectivement, en tant que responsable d'un traitement, ou en tant que personne dont les données vont faire l'objet d'un traitement, se reposer sur l'idée qu'elles peuvent être anonymisées, eh ben c'est problématique pour tout le monde. À la fois pour moi, dont les données vont être traitées, ou pour moi qui traite des données et qui me dit mais je vais jamais y arriver. Et de fait, je vais jamais y arriver à anonymiser un jeu de données, sauf à refuser de faire de la recherche dessus, quoi. Donc c'est vrai que les fictions ont du sens et qu'elles portent, et elles ont un effet au-delà même de l'intention du législateur. Il aurait peut-être mieux valu, en l'occurrence, parler, comme on fait parfois, de pseudonymisation, ou trouver un terme qui soit moins ambigu. Mais je suis d'accord, le droit, là, a une influence, y compris sur des comportements qu'il n'a pas souhaités, qui peut être problématique éventuellement. En fait, je pense qu'il faut dépasser la fiction et dire, alors d'accord, toutes les données sont personnelles. Bon, dès que ça concerne les individus, c'est personnel, allons-y alors. Et après, il y a des règles, et en fait, tu peux faire pas mal de trucs en recherche, avec des données personnelles et dites comme telles. Et si ce doute n'est pas là, tant mieux, au moins on appliquera le meilleur niveau de protection, niveau de sécurité, etc. Par contre, les finalités seront assez libres. Après, voilà, on doit juste faire attention à comment on fait, mais dans les autres pays, je pense que la plupart du temps, c'est ça aussi. Et genre, voilà, n'ayons pas un débat, on ne joue pas le débat puisqu'il est impossible sur le caractère anonyme, on le clôt en disant, mais c'est personnel systématiquement. C'est bien, non? En tout cas, je pense qu'au niveau de la commission, effectivement, il y a un vrai parti pris de préférer un responsable de traitement qui vient en nous disant « je ne parviendrai de toute façon pas à anonymiser correctement mes données ou à faire un projet uniquement sur des données anonymes ». Mais par contre, j'en suis conscient et je vais sécuriser à tout point de vue, comme on l'a dit, au niveau juridique par rapport aux personnes concernées, au niveau technique par rapport à la sécurisation, et faire quelque chose dès la conception qui soit très propre à tout point de vue, plutôt qu'une fausse recherche effectivement d'anonymisation qui est extrêmement difficile à obtenir. On est d'accord, je pense. Bonjour, merci à toutes et à tous pour cette intervention. Et moi, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, que j'aimerais du coup poser cette question pour l'évoquer, c'est qu'on a beaucoup parlé de protéger ces données, de quelles données on traite, de réfléchir en amont au traitement récolte de nos données, et du cadre législatif, mais moi, je pense aux nouvelles lois sécurité, notamment avec ce genre renseignements qui sont apparus. Donc moi, j'ai des questions sur, parce qu'on a parlé de protection, donc il y a juste Arthur Missot qui a parlé de se protéger contre l'État. Là, on a parlé finalement de se protéger contre les individus ou des groupes économiques, mais du coup, pas des services de police ou de l'État qui pourraient avoir intérêt aussi. On pourrait parler d'intérêt général qu'il a encore à discuter, à récupérer des données de certaines recherches, finalement. Donc là, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le cadre législatif, sur quelle loi, du coup, autorise l'État et la police à récupérer des données? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent les recherches là-dessus? Notamment parler du cas des journalismes. Quelle loi équivalente pour la recherche? Voilà. Et aujourd'hui, où en est la loi actuellement si la police ou l'État demande à des collègues de donner des données comme ça a été le cas en Italie ou encore un collègue aussi en France?
d'un point de vue général, effectivement, à partir du moment où intervient les mots régalien, police, justice, on sort un peu, en tout cas, du cadre d'autorisation. Alors, d'un point de vue purement réglementaire et par rapport à la CNIL, c'est plus une autorisation, mais la CNIL ne dispose que de la possibilité d'émettre un avis sur un projet. Après, la considération, on en revient aussi à des considérations de hiérarchie des normes qui nous conviennent ou non, hein, mais à partir du moment où c'est un projet qui est porté par nos représentants et les parlementaires, et une loi qui est votée, ça peut dépasser le cadre. Normalement, c'est tenu de respecter des principes, c'est à chacun son approche, mais par contre, pour vous répondre précisément sur comment la police pourrait récupérer des données de recherche, c'est ça? A priori, là, comme ça, de manière... mais visiblement, il y a une réponse, mais sinon, il faut que ça s'inscrive dans un cadre légal d'enquête. C'est ça. Parce qu'actuellement, la nouvelle loi sécurité autorise du coup la police, si la personne peut détenir des éléments pouvant porter atteinte à l'ordre public, la police peut demander toutes les informations. Oui, non, mais oui. Donc du coup, est-ce que comment avoir des précisions sur ces lois-là finalement En fait, même sans parler de police, on peut remonter encore plus haut. La loi renseignement, en effet, prévoit juste que si quelqu'un dispose d'une information qui est utile pour atteindre un objectif d'intérêt fondamental, on n'est même pas dans la lutte contre la criminalité, hein, c'est des objectifs économiques du style tiens, on a une entreprise française super importante qui aimerait bien voir un brevet d'une entreprise étrangère, vraiment ça peut rentrer là-dedans. On a une entreprise de lutte contre juste des applications traitées européens quelconques. On a des luttes contre la délinquance la plus bénigne, du style consommation de cannabis ou quoi que ce soit. Si vous faites une étude sur la consommation de cannabis en France, avec des informations identifiantes que vous essayez de cacher, littéralement, si on applique le droit à la lettre, le renseignement à la lettre, et l'autoriser les services de renseignement à prendre possession de votre ordinateur à distance, de façon secrète, pour avoir accès à ces informations, pour pouvoir sur les gens que vous avez interrogés, les identifier. C'est vraiment le cadre du renseignement français, il est juste délirant pour des finalités extrêmement larges, extrêmement variées, que le Conseil constitutionnel a eu tout le loisir de détailler comme étant aussi larges qu'elles le sont. Toute personne qui dispose des informations, que vous soyez coupable, pas coupable, chercheur, que vous ayez conscience même de ce que vous faites, les services de renseignement peuvent pénétrer dans votre ordinateur à distance via des virus, n'importe quoi, pour avoir accès à ça. Mais ça c'est ce que permet la loi. Après, en pratique, je sais pas, il faut voir chaque menace précise, chaque cas précis pour voir si vraiment les services de renseignement vont venir hacker votre ordinateur, ce qui est en général un peu probable. Mais voilà, en termes de loi, il n'y a pas de limite, vraiment. Je vais vous préciser les choses. C'est-à-dire que si votre laboratoire de recherche répond à un appel à projet du ministère et que le but du ministère est de récupérer ces données, vous rentrez automatiquement dans le cadre de la loi des archives de 2008, qui est inscrite au Code du patrimoine. Ce qui veut dire que tous les documents que la personne produit ou reçoit, personne physique ou morale, dans l'exercice de ses activités, rentrent sous le coup de la loi archive. Donc à partir du moment où vous avez créé une enquête et que cette enquête, vous la transmettez au ministère, elle devient, en fait, le ministère devient producteur d'archives au même titre que vous, qui êtes le producteur initial. Et à partir de ce moment-là, il est producteur, il a accès à la donnée et il en fait plus ou moins ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut en dehors de, bien sûr, de la CNIL. Mais je veux dire, il en est producteur. Donc, par contre, un exemple tout bête, un producteur d'archives ne peut pas aller chez le producteur voisin voir ce qui est concrètement. Vous êtes dans une institution, vous êtes un laboratoire de recherche, vous avez vos archives à un endroit à l'université. Le service RH n'a pas à venir chercher des choses dans vos documents, de même que vous ne pouvez pas accéder aux documents de la RH. Donc en fait, on est sur le principe du producteur et du respect des fonds d'archives. Là, à partir du moment où ça a été transmis, donc ça fait partie du fonds d'archives de l'institution, forcément ils peuvent l'utiliser d'une manière ou d'une autre.
À partir du moment où, pour moi, si le document est transmis suite à une commande, je ne vois pas exactement comment on peut... Je ne connais pas suffisamment. C'est pas le cadre qui était évoqué. C'est pas le cadre C'est de pas une commande. commande, là c'est autre chose. Là on est en dehors. Le problème c'est que votre thèse, la thèse finale, elle rentre bien dans des textes réglementaires et il y a une obligation de conservation de vos thèses dans les bibliothèques universitaires. Vos supports de recherche, là c'est ce que j'allais aborder cet après-midi, mais pas grave. Vos supports de recherche, à partir du moment où vous êtes fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire, sont des archives publiques. Mais vous en êtes le producteur. Avant d'être des archives, elles sont des productions publiques, donc suivant les états de... Le statut d'archive en France est immédiat. Non, mais juste un point pour revenir déjà sur la question de la loi renseignement. Effectivement, moi je pense que c'est pour ça que vous devez mettre en place des procédures collectives quand vous travaillez sur ce genre de questions-là, parce que ça vise un certain nombre de laboratoires quand même, certains très, très identifiés. Je pense qu'il faut, quand on parlait de comité d'éthique, vous devez mettre en place des procédures d'alerte et des comités d'éthique de façon à ce que, face à une telle demande, vous ne soyez pas seul individuellement, de toute façon, j'allais dire, voilà, vous ne soyez pas seul face aux forces de police ou autres, et que ça passe par la direction du laboratoire et que ce soit une décision qui soit collective, c'est-à-dire au moins avec un débat et une organisation collective. Je crois qu'effectivement, parce qu'il y a un problème de contre-pouvoir, et là, on l'évoquait, il y a une bascule, j'allais dire, vers une intrusivité plus forte des forces de police qui nécessite que socialement les organismes concernés mettent en place des moyens de contrebalancer quand on imagine qu'effectivement ces demandes ne sont pas, j'allais dire, légitimes sur le plan de l'éthique. Et c'est pour ça, enfin là je rejoins sur le cadre de mon intervention, c'est vraiment une question d'éthique puisque la loi permet quasiment tout. Encore deux questions. Alors, on parlait d'exemples précis tout à l'heure, il y a une sociologue de l'HESS qui travaille sur un terrain très sensible, qui s'est faite perquisitionner par un disque dur à 4h du matin. Je travaille sur le même terrain très sensible, je suis dans un laboratoire, je suis doctorant, mais je suis isolé au sein de mon laboratoire et on peut mettre en place une organisation pour un seul doctorant qui travaille sur un terrain très sensible. Pourquoi pas ? Si, au contraire. Au contraire, si. Sinon, ça vaut pas la peine de vous avoir lancé sur ce sujet de recherche. Enfin, moi, si le laboratoire accepte de vous accueillir à votre thèse, vous avez pas piraté l'argent pour le faire. Il y a eu un processus, il y a eu des directeurs de thèse, donc à partir de là, vous devez bénéficier de l'encadrement juridique de votre laboratoire d'accueil. Ici, pour moi, c'est une évidence. Le financement, pour moi, ne va pas de soi. Non, d'accord. Indépendamment de tout financement. Souvent, ça, oui, non, mais indépendamment de tout financement, c'était lancé sous l'angle de la boutade, mais tout ça pour dire, vous n'avez pas décidé tout seul de votre sujet de recherche en rentrant comme ça. Le laboratoire vous accueille, il vous doit asile et protection, y compris justement dans ce cadre de travail. Une dernière question en bas de l'amphi. Ah, le micro arrive. J'ai une voix qui porte. Et oui, mais c'est enregistré. Ah, pardon, d'accord. Laisse donner mon consentement. Oui, justement, ça rebondit sur la dernière intervention. Enfin, moi, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous. J'ai l'impression de découvrir un peu des choses, étant aussi chercheur et travailleur. Moi, je fais plutôt du small data, mais potentiellement sensible. Moi, d'expérience pour l'instant, j'ai jamais vu que mon labo ou mes labos m'aient demandé d'archiver. Enfin, je voudrais qu'on précise quelles données. Quand je fais des entretiens, on m'a jamais demandé de fournir mes enregistrements d'entretien dans une archive du laboratoire. Alors, est-ce que c'est ça la donnée d'archive ? Est-ce que c'est cette unité de base, je dirais, de l'archive, ou est-ce que c'est la donnée déjà travaillée sous forme d'article scientifique ou de thèse, etc. Mais dans ces cas-là, effectivement, c'est public. Quand c'est des rapports de recherche,
littérature grise pour des institutions de commande, là, effectivement, on est dans un certain flou. Enfin, moi, ça sera peut-être l'occasion cet après-midi, mais je trouve que ça serait vraiment super intéressant que ça soit un peu précisé, ces choses-là, parce que, enfin, y compris, je sais pas, à l'ISP, dans la maison, là, je veux dire, voilà, est-ce qu'il faut qu'on adopte certaines règles? Moi, c'est vrai que peut-être que simplement, quand on est chercheur depuis un certain temps, on a été habitué à travailler d'abord avec un papier et un crayon, puis on a mis des choses dans un ordinateur, puis etc., puis sur un cloud, puis donc maintenant il faut les chiffrer bien sûr, mais donc tout ça, ou pas sur un cloud, mais enfin bon, voilà, ou pas sur n'importe quel cloud, mais voilà, concrètement, enfin moi je suis vraiment très intéressée par des réponses un petit peu concrètes et peut-être aussi effectivement l'idée, monsieur qui est doctorant, même si vous êtes tout seul dans votre labo, nous on a aussi des étudiants, moi je travaille sur la Russie, qui travaillent sur des sujets un peu sensibles en Russie, à l'EHSS aussi, bien sûr qu'on a aujourd'hui en tête, c'est assez nouveau, de les accompagner par rapport à ces questions de données, d'où l'idée d'être là aujourd'hui aussi d'ailleurs. Voilà. Eh bien, c'est une parfaite introduction pour les débats que nous aurons cet après-midi, les interventions que nous entendrons cet après-midi, et une parfaite salutation au travail de l'ISP, accessoirement, qui organise cette journée, donc qui se penche sérieusement sur la question.